Il est désormais permis à tout Burkinabé de repudier sa nationalité. L'exécutif burkinabé a adopté un décret dans ce sens, permettant ici à 27 Burkinabés de renoncer à leur nationalité. Plusieurs autres dossiers ont été développés au Conseil des ministres du jour. Les détails tout de suite. Réconciliation nationale au Burkina Faso, l'appel de Manéga lance le concept « Je donne ma main pour la réconciliation nationale ». Le concept a été lancé ce matin lors d'un point de presse. Pour l'appel de Manéga, c'est une invite aux Burkinabés au pardon et à la cohésion. Mali, interpellation des militaires ivoiriens. Abidjan demande leur libération immédiate. Les 49 militaires arrêtés à l'aéroport de Bamako sont qualifiés de mercenaires par le gouvernement malien et ils comptent les mettre à la disposition de la justice malienne. Bonsoir, bienvenue à cette édition. Plusieurs dossiers examinés et adoptés ce 13 juillet au Conseil des ministres. On a entre autres un décret qui permet à tout Burkinabé de repudier sa nationalité burkinabé au profit d'autres nationalités. Le Conseil a aussi validé le choix de l'entreprise en charge des travaux de bitumage et de construction de la route Ouaïgui-Djibo pour un délai de 30 mois. Développement des grands points du Conseil des ministres avec Michael Tougri dans ce premier élément. Désormais, il est possible à tout Burkinabé de renoncer à sa nationalité burkinabé. Un décret a été adopté à cet effet qui permet ainsi à 27 Burkinabés de renoncer à leur nationalité. Il est aussi question à ce Conseil des ministres d'examiner et d'adopter des rectifications au décret portant naturalisation au Burkina Faso. L'article 186 du Code des personnes et de la famille offre donc la possibilité à tout Burkinabé de repudier sa propre nationalité au profit d'une autre nationalité étrangère. L'adoption de ce décret va donc permettre à 27 Burkinabés, 27 personnes, de renoncer à la nationalité burkinabé au profit d'autres nationalités. Le deuxième décret porte rectification du décret du 12 juillet 2021 portant naturalisation. L'adoption de ce décret permet de corriger les erreurs contenues dans le dit décret concernant 3 personnes afin que ces bénéficiaires de la nationalité burkinabé et leurs ayants droit puissent jouir du statut de burkinabé. Le troisième décret porte donc naturalisation. Ce décret vise à accorder la nationalité burkinabé à des personnes de nationalité étrangère vivant au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet à 146 personnes ainsi qu'à leurs enfants mineurs d'être naturalisés et de jouir du statut de burkinabé. La route Ouaïgui-Djibo, longue de 115 km, sera bientôt bitumée. Le Conseil des ministres a validé les résultats de l'appel d'offres international pour le bitumage et la construction de cette RN 23, y compris la mise en état des pistes rurales. Les travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 23 Ouaïgui-Djibo, y compris les travaux connexes, c'est-à-dire les voiries et les pistes rurales. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise africaine des travaux publics pour un montant total de 48 144 548 144 francs CFA TTC, avec un délai d'exécution donc de 30 mois, y compris la saison des pluies. Le financement est assuré par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds saoudien de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le budget de l'État. Dans sa communication orale, le ministre en charge de l'action humanitaire annonce la mise en place d'un dispositif d'accueil des populations des zones d'intérêt militaire. Des abris, de la nourriture, de l'eau seront offerts à ces populations dans des zones plus sécurisées, précise le porte-parole du gouvernement. Et on reste avec le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo qui annonce pour bientôt sur la table de l'Assemblée législative de transition un avant-projet de loi du règlement du budget de l'État exercice 2022. Cet avant-projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres. Le Fonds national de solidarité change de dénomination et devient désormais Fonds national de solidarité et de résilience sociale. On écoute le porte-parole du gouvernement au micro de Michael Tougri. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté donc 2 rapports.
Le premier rapport est relatif à un avant-projet de loi de règlement du budget de l'État et ses annexes exercice 2021. Cet avant-projet de loi rend compte de l'exécution du budget de l'État, exercice 2021. Il retrace les autorisations en matière de recettes et de dépenses du budget général et des comptes d'affectation spéciale ainsi que leur état d'exécution. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Le second rapport est relatif à un projet de décret portant érection du Fonds national de solidarité en Fonds national de solidarité et de résilience sociale. L'adoption de ce décret permet de disposer d'un instrument adapté à l'évolution du processus d'aide pérenne aux personnes vulnérables et au nouveau contexte d'urgence sociale et humanitaire. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a également adopté un rapport qui est relatif donc à la problématique de paiement de la subvention des frais de scolarité des élèves affectés par l'État dans les établissements privés d'enseignement post-primaire et secondaire. Pour remédier donc au déficit des capacités d'accueil des établissements publics d'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, pour un besoin donc d'assainir cette dette et de pouvoir justement engager la réflexion sur un meilleur contrôle des affectations des élèves dans ces établissements, le Conseil a instruit donc le ministre en charge de l'Éducation et celui des Finances de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'appurement des arriérés, des frais de scolarité et des subventions dues aux établissements conventionnés et aux structures faîtières. À la suite de ce 20h, le rapport d'expertise judiciaire donné par le tribunal de grande instance de Ouagadougou a été remis le 11 juillet dernier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est un rapport qui a connu beaucoup de péripéties avant de voir le jour. Il révèle aujourd'hui que la teneur en or est 13 fois plus élevée que la normale. Retour sur ce procès historique avec Serge Kabouré. 41 personnes auditionnées, 2 personnes morales poursuivies dont la société minière AM Gold Essakane et le groupe Bolloré et 12 personnes physiques dont les membres de l'administration du ministère en charge des mines ainsi que les entreprises Bolloré et AM Gold Essakane. Voici le contenu du dossier du procès sur le charbon fin débuté depuis le 7 août 2019. C'est une affaire qui concerne des soupçons de complicité entre le ministère en charge des mines dirigé à l'époque des faits par Oumarou Idani et la société minière AM Gold Essakane SA pour une exportation frauduleuse de minerais précieux. Aussitôt ouvert en août 2019, le procès est renvoyé à la première audience du pôle économique et financier 2 mois plus tard en octobre 2019. Suite à cette audience, la société AM Gold Essakane demande une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le tribunal qui a commis 2 experts à cette mission le 5 mai 2020. Initialement, les analyses de laboratoire devraient être effectuées dans un laboratoire français suivant le jugement de commission d'experts. À l'épreuve, les experts constatent que le laboratoire précité, qui est un laboratoire de recherche, ne peut pas faire les analyses de plus de 2000 échantillons dans le temps voulu. Le 16 février 2021, à leur demande, le tribunal autorise les experts à recourir à tout laboratoire dans le cadre de leur mission. C'est ainsi que les analyses sont finalement faites dans un laboratoire implanté au Ghana sous la supervision du juge commis à cette tâche. Les analyses de laboratoire étant terminées, le rapport d'expertise est donné aux différentes parties le lundi 11 juillet 2022 et un délai de 90 jours est à présent donné aux parties pour leur observation. La seule explication sur le temps mis par la procédure demeure la contrainte liée à la commission d'une équipe d'experts, la désignation du laboratoire adéquat ainsi que le temps nécessaire à l'analyse des échantillons selon le protocole. Voilà donc l'historique du procès charbon fin proposé par Serge Kabouré. Le comité de l'appel de Manéga, dans la continuité de ses actions d'éducation, d'éveil des consciences et d'interpellation, a invité la presse nationale pour échanger sur des questions liées à la réconciliation nationale et à la paix ce mercredi 13 juillet. L'occasion pour le comité de lancer son concept « Je donne ma main pour la réconciliation et la paix ». Occasion aussi pour elle de présenter ses activités prochaines. Assami Tiamtoré.
Je donne ma main pour la réconciliation et la paix. Voici le nouveau concept créé par le comité de l'appel de Maniga. C'est une initiative qui, selon les organisateurs, constitue une invite à l'endroit de chaque Burkinabé à se pardonner et à aider son prochain. Le principal objectif de ce concept est d'aboutir à la réconciliation et la paix au Burkina Faso. C'est au regard de tout ce qui précède et tirant leçon de la marche des choses que nous avons compris qu'il faut travailler à aider les Burkinabés à se donner la main. Ce qui nous conduit à lancer ici ce matin le concept « Je donne ma main pour la réconciliation et la paix ». Donner sa main à l'autre ou accepter la main de l'autre au-delà des civilités est aussi un symbole fort de générosité, de charité, d'amitié, de confiance et de fraternité d'une part, mais également l'acte du pardon et de la réconciliation passe par la poignée de main. Et pour ce faire, une série d'activités est prévue par les organisateurs en vue de permettre à chaque citoyen d'intégrer le pardon et l'entraide quotidiennement. On va continuer aussi des actions de sensibilisation, des actions sportives, et plus des émissions télé, etc. Un ensemble d'actions qui permettent que la campagne puisse passer et que cela devienne quelque chose de naturel que les gens vont prendre en charge, en main. C'est notre souhait. Et nous pensons que ça sera ainsi parce que nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui veulent qu'il y ait la paix, qui veulent qu'il y ait la réconciliation entre les filles et les fils du Burkina Faso. L'appel de Maniga apprécie par ailleurs la démarche prise par le président Paul-Henri Sandaogo afin de réconcilier les exilés politiques. Nous, c'est une étape majeure, le retour des exilés politiques. Peu importe, et surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons dit dans notre document que nous sommes au bord du précipice. Sans entrer dans le débat des questions de justice. Nous disons, et ce n'est pas à nous de dire qu'il faut mettre cela ou il faut mettre ceci ou cela. Le concept « Je donne ma main pour la réconciliation et la paix » contribuera, selon l'appel de Maniga, à briser le mur de la méfiance, de la haine et suscitera le déclic vers une réconciliation et un Burkina de paix. La santé des travailleurs, une priorité pour le ministère en charge du travail. En vue donc de garantir une bonne santé de ses agents, le département de Bassol-Mabazié a organisé ce 13 juillet une formation des acteurs chargés de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle ici à Ouagadougou. Une formation au cours de laquelle ces derniers ont été outillés sur les techniques d'analyse des performances des systèmes nationaux de protection sociale. Entamée donc ce 13 juillet, elle est prévue prendre fin le 15 juillet prochain. Sarah Kaboré et Wenlassida Kaboré. La protection sociale et la santé sont des droits universels reconnus par la Constitution burkinabé. Cependant, la réalité est tout autre dans le milieu du travail. Pour y remédier, l'État burkinabé travaille à rendre ces droits effectifs. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette formation à l'endroit de ces acteurs chargés de la mise en œuvre du régime d'assurance universelle. Ces derniers seront outillés sur les techniques d'analyse de performance des systèmes nationaux de protection sociale en santé. Tout individu devait bénéficier de cette protection sociale-là. Alors la situation actuelle dans la plupart des pays en développement est que beaucoup de personnes ne sont pas couvertes par les mécanismes de protection sociale. Et donc c'est en cela que les États, avec l'appui des partenaires internationaux, essaient de travailler sur l'extension de la protection sociale en santé. Alors, de façon particulière, au niveau du BIT, le BIT, c'est une agence des Nations Unies dont l'un des objectifs stratégiques, c'est de promouvoir l'extension de la protection sociale. L'implantation de mécanismes de protection sociale au Burkina Faso, dont découle la couverture sanitaire universelle, est une réponse pour pallier l'accès à des soins de qualité. Avec l'appui de la Belgique, ce projet qui existe il y a maintenant 3 ans travaille sur plusieurs aspects. C'est de finaliser les paramètres techniques du régime d'assurance maladie. Le régime est en place, mais on n'a pas encore tous les paramètres en termes de cotisation, en termes de financement, en termes de paquet de soins. Deuxième volet, c'est le renforcement des capacités des acteurs. Et nous aurons d'autres activités en termes de renforcement de capacités pour permettre aux différents acteurs qui sont impliqués de pouvoir bien mettre en œuvre le système. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la communication.
Cette session de formation va durer 3 jours et réunit une trentaine de participants. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Bâtir des systèmes de protection sociale robustes pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle, faciliter leur accès aux soins de santé et de faire face aux défis de demain ». L'unité d'action syndicale UAS et le Bureau international du travail tiennent un atelier sur la formation des délégués syndicaux et ceux du personnel du secteur de sécurité privée et de gardiennage sur le dialogue social et la négociation collective. Cet atelier, qui a débuté ce mercredi 13 juillet, a une durée de 4 jours et rassemble une trentaine de délégués syndicaux à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Yassine Sawadro. Ils sont une trentaine de délégués syndicaux et du personnel du secteur de la sécurité privée et du gardiennage qui renforcent leurs capacités en technique de négociation collective. Ce secteur, qui crée plus d'emplois et de prestations, se retrouve être le milieu où les travailleurs sont maltraités et leurs droits fondamentaux au travail bafoués. Cet atelier de formation va donc permettre aux participants de bien préparer les négociations avec le gouvernement sur la convention collective. Comme vous le savez, il y a une convention, un projet de convention qui a été élaboré et le ministère de la fonction publique a procédé au lancement. Mais en temps, ça a piétiné parce que les employeurs n'ont pas parlé le même langage. Et en temps aussi, il y a le Covid qui est passé par là. Donc ça fait que, en tout cas, c'était un stand-by. Et aujourd'hui, indépendamment de la convention qui était proposée par les travailleurs, les employeurs aujourd'hui aussi ont proposé leur convention. Voilà, donc le BIT a estimé que dans ces conditions-là, il y a un engouement, donc il fallait recruter un consultant pour essayer de consolider ces deux conventions-là et pour avoir un document consensuel pour que nous puissions aller à la négociation. Présent à cet atelier, le Bureau international du travail, BIT, qui accompagne techniquement les organisations syndicales, estime qu'à l'issue des travaux, les différentes notions reçues permettront aux participants de mieux connaître les aspects clés pour l'aboutissement d'une convention collective. C'est un plus que les organisations syndicales peuvent négocier pour améliorer réellement les conditions de travail de ces travailleurs. Il y a un constat clair et net que les conventions collectives apportent grandement à l'amélioration des conditions, qu'elles soient salariales, des conditions de travail. Donc là où il y a des conventions collectives, il est clair que le niveau de travail décent augmente nécessairement. Pour rappel, cet atelier de formation initié par l'unité d'action syndicale et le Bureau international du travail se tient du 13 au 16 juillet 2022 à Ouagadougou. Cérémonie de signature officielle du projet Face aux veilles ce mercredi 13 juillet 2022. À travers cette convention, l'Union européenne s'est engagée à promouvoir un environnement plus favorable aux organisations de la société civile OSC. Cela permettra aux OSC de jouer pleinement leur rôle dans la prestation de services sociaux, mais aussi dans la défense de la transparence, la veille de l'action du gouvernement et le respect des droits humains. En plus des OSC, la Fondation Hirondelle bénéficie également de ce projet. Mamitri Anakamabou. Le projet Face aux veilles a pour leitmotiv de faciliter la veille citoyenne et la redevabilité avec la société civile à partir des questions d'intérêt national. Cet accord permettra aux organisations de la société civile burkinabé de renforcer leur capacité sur le dialogue, leur pouvoir d'influence des politiques publiques afin qu'elles servent au mieux les intérêts des citoyens. Face aux veilles contribuera aussi à renforcer la collaboration entre sociétés civiles et les services de l'État. En alimentant par des moyens techniques et financiers des OSC et des radios pour que la parole de la société civile, la parole de la presse privée et publique soit portée dans un concert qui oriente tout le monde vers le même objectif, à savoir le retour de l'état de droit dans la transparence et la redevabilité politique et économique. Le laboratoire Citoyenneté et la Fondation Hirondelle, qui au terme d'un appel d'offres international, ont été sélectionnés pour coordonner et animer la mise en œuvre de ce projet.
En collaboration avec 40 radios sur 85% du territoire national, la Fondation Hirondelle compte mener des actions pour permettre à ces différentes radios partenaires d'être indépendantes. Donc à travers des productions que nous faisons nous au sein du studio IAFA, mais aussi en coproduction avec ces radios. Et on va mettre en route un certain nombre d'émissions qui seront faites avec les radios partenaires, mais aussi un appui, un accompagnement des directeurs des radios pour mettre en place des activités financières pour que ces radios puissent enfin gagner de l'argent et payer les journalistes, car c'est tellement important qu'un journaliste reçoive un salaire décent pour faire de la bonne information. Un journaliste qui n'est pas bien payé fait de la mauvaise information parce qu'il va essayer d'aller chercher de l'argent ailleurs. D'un coût global de plus de 2,5 milliards de francs CFA, ce projet est financé par l'Union européenne et la coopération suisse. Je m'attends qu'après 2 ans, on peut dire, voilà, c'était un travail réussi ensemble, les citoyens, les Burkinabés et le gouvernement et tous les partenaires. Grâce à cet appui, aider ces radios à se professionnaliser, aider les médias à se professionnaliser, à se structurer, et puis les organisations de la société civile vont pouvoir aussi avoir des outils pour être plus efficaces, pour s'organiser entre elles, échanger leurs connaissances et pouvoir avoir plus d'influence sur les politiques publiques. Ce projet d'une durée de 4 ans se veut une réponse structurée portée par la société civile et les médias face aux défis sécuritaires, économiques, politiques et sociaux que traverse le Burkina Faso. Et pour terminer ce soir, les 49 soldats ivoiriens interpellés dimanche dernier à Bamako sont suspectés par Bamako comme des mercenaires et le gouvernement malien compte les mettre à la disposition de la justice malienne. Du côté des autorités ivoiriennes, on explique que les autorités à Bamako ont été informées de la présence de ces militaires ivoiriens. Elles demandent par conséquent la libération sans délai de leurs militaires. Correspondance au Mali de Bourema Solo. 72 heures après l'interpellation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport international de Bamako, les autorités des 2 pays donnent leur version. Pour Bamako, les 49 militaires sont des mercenaires et seront jugés comme tels. Abidjan refute et demande la libération sans délai de leurs soldats. Mais pour ces responsables politiques, c'est le manque de communication qui est à la base de cette brouille. Il y a eu quand même des manques de communication. Le véritable drame au Mali, en Afrique, c'est ça, au niveau de nos structures. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à partir de Bamako, partout en Afrique, nous avons des problèmes de communication entre les autorités. Et même à l'intérieur, ce qui fait que nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous avons informé, nous n'avons pas informé. On veut nous déstabiliser, on ne veut pas nous déstabiliser. Je pense qu'il faut calmer le jeu. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire? À cette question, Kourechi Sissé, spécialiste des questions juridiques, donne son avis. Bon, je ne crois pas qu'il puisse avoir de conséquences dans cette affaire-là, puisque vous savez, nous sommes tous les deux en République. Il s'agit de la République de la Côte d'Ivoire et aussi de la République malienne. Et il se trouve que des militaires de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés sur le sol, le territoire malien, sans autorisation et sans déclaration. Donc le gouvernement malien a suspecté un complot, c'est-à-dire un truc de mercenariat. Donc moi je pense qu'on rentre dans le cadre de la logique juridique, c'est-à-dire c'est le droit de territorialité qui prime. C'est-à-dire ils passeront devant la justice malienne et indépendamment, la justice elle va trancher selon les preuves qui seront versées dans le dossier. Selon des sources concordantes, les présidents Assimi Goïta du Mali et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire se sont parlé au téléphone sur cette affaire sans plus d'informations. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour un nouveau journal. Portez-vous bien, bonsoir.